notre deuxième atelier, ou l'atelier numéro 2 si vous préférez. Nous voilà de retour pour la deuxième partie du forum annuel du réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick. Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent via les internets ou qui viennent d'arriver en salle aussi. Alors, bienvenue. Le deuxième atelier va maintenant débuter et nous ne serons pas de trop à deux pour animer cet atelier-là. Alors, je m'appelle Gérald Arsenault. Je suis le président sortant de l'AEFNB, mais surtout résident du monde. Alors, c'est comme ça que j'aime me présenter. Je suis aussi accompagné de M. Robert Lennon. Bonjour, Robert. Bonjour, ça va bien? Très bien. Président de Thermal Wood Canada. Exactement. Alors, de la région. Pardon? De la région. De la région. Alors, c'est toi qui vas co-animer avec moi cet atelier-là. Alors, bienvenue, Robert. Et bonjour chez nous, chez vous. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Je suis bien content d'être ici aujourd'hui avec tout le monde dans la salle. Au cours de cet atelier, on va vraiment parler d'emploi et vraiment comprendre comment que les organismes jouent un rôle à atteindre et à retenir des immigrants francophones. Ça fait que ça va être intéressant de ce côté-là. Nous avons un panel de 4 personnes qui sont en ligne avec nous aujourd'hui. On a Michel Dufresne, qui est PDG de Roy Consultants. On a Stevenson Casimir, qui est directeur général d'Atlantic Star Uniforms. On a Manda Harrison-Robison, qui est chef d'équipe chez Nordia. Et Sandrine Songrin, qui est gestionnaire en immigration économique au réseau de développement économique et d'employabilité au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est du monde qui vont bien sûr nous partager des belles expériences, des belles histoires pour nous aider avec cette immigration francophone. Alors, parfait. Ça fait que la première question serait vraiment dirigée vers notre panel et ça serait dirigé vers Michel Dufresne. Fait que Michel, vous êtes un employeur vraiment engagé en faveur de l'immigration francophone de la région. En quoi que l'immigration francophone répond à vos besoins de recrutement? Bonjour Robert, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, vous m'entendez. Bon, il semblerait que moi, je ne vous entends plus maintenant. Mais faites-moi signe si je parle trop, j'arrêterai à ce moment-là. Donc, hey, c'est la beauté. Je vais pouvoir parler sans me faire interrompre dans le sens où je vais avoir tout le temps pour te répondre, Robert. Donc, tout d'abord, bonjour tout le monde. Bonjour, Robert. Je tiens à féliciter le réseau pour la tenue de son deuxième forum. Bravo pour votre initiative, c'est excellent. J'espère vraiment que mon témoignage aujourd'hui va être contributif à votre cause. Donc, j'aimerais, là, si vous me le permettez, Robert et Gérald, effectuer juste une petite mise en contexte pour ma réponse en introduisant brièvement Roy Consultants. Vous savez, Roy Consultants, c'est une firme d'ingénierie, une firme d'ingénieurs conseils qui œuvre dans les communautés du Nouveau-Brunswick depuis près de 40 ans. Les services qu'on offre consistent essentiellement à faire de la planification, de la conception, de l'administration, de construction. Les marchés cibles sont les bâtiments, les industries lourdes, l'environnement, puis les infrastructures. Pensez notamment à tout ce qui est eau potable, usée, routes, ponts, infrastructures aéroportuaires, aménagement portuaire et côtier, puis également la gestion des déchets solides. On possède une structure qui est multidisciplinaire. On rassemble tous les domaines du génie, que ce soit mécanique, électrique, structure, municipale, transport et géotechnique, sans oublier l'environnement. Notre terrain de jeu, c'est ici au Nouveau-Brunswick. Puis pour faire ça, on a des bureaux aux 4 coins de la province. Notre réalité puis nos enjeux en matière de ressources humaines, c'est ça la question, ne sont pas uniques à Roy Consultants. Leur recrutement, leur rétention du personnel est au cœur de notre gestion et surtout de notre croissance. On compte sur une équipe d'à peu près 80 professionnels bilingues, principalement constitués d'ingénieurs et de technologues en génie. La pénurie de la main-d'œuvre du savoir, au même titre que la pénurie de la main-d'œuvre manuelle, est réelle au Nouveau-Brunswick. C'est le défi de toutes les organisations. Depuis toujours, Roy Consultants favorise une croissance graduelle et organique de ses différents bureaux par le recrutement
autant des professionnels établis que les jeunes diplômés motivés pour rester ici au Nouveau-Brunswick. Notre approche corporative vise en grande partie à supporter nos institutions postsecondaires. Toutefois, les cohortes d'étudiants dans les différents programmes de génie comportent de moins en moins d'individus. Parmi eux, on retrouve par contre de plus en plus d'étudiants étrangers. Donc, pour répondre à la question, autant au CCNB, NBCC qu'à l'Université de Moncton ou UNB, la quantité d'étudiants qui sont dans notre domaine du savoir sont quand même limitées. Donc, pour nous, l'embauche n'est pas seulement une question d'aptitude. Les aptitudes, pour moi, c'est le coffre à outils, c'est le savoir-faire des professionnels. On recherche surtout des individus qui possèdent des bonnes attitudes. Donc, aptitude versus attitude. Pour moi, les attitudes, c'est une façon d'être, c'est de se comporter. Puis ça, on peut retrouver ça quand on parle d'engagement, d'esprit d'équipe, de sens des responsabilités. C'est des valeurs de notre profession, c'est des valeurs, bien sûr, de Roy. Puis on peut retrouver ça chez n'importe qui, autant chez les gens établis déjà ici que les nouveaux arrivants, les étudiants étrangers notamment, indépendamment des origines. Pour conclure, Robert, je te mentionnerai que Roy compte présentement à peu près une demi-douzaine d'employés provenant de pays étrangers. On a du Burkina Faso, du Cameroun, du Brésil, de l'Inde. Parmi eux, il y en a qui sont unilingues anglophones, unilingues francophones. Il y en a certains qui sont bilingues également. Donc, tous ont complété des études qui sont postsecondaires au Nouveau-Brunswick, puis certains d'entre eux ont également complété leurs études secondaires dans la province. Donc, on observe une répercussion générationnelle de l'immigration. Donc, c'est pour ça que nous, c'est important, on trouve un comble là-dedans, puis on se doit, comme n'importe quelle entreprise, de piger aussi dans cette main-d'œuvre disponible. Merci. Merci beaucoup, Michel. Michel, je vais te demander, s'il vous plaît, si tu as des écouteurs microphones en même temps, parce que la traduction a beaucoup de difficultés à t'entendre. Alors, pour ta prochaine intervention, si tu as la chance d'avoir des écouteurs. Mais premièrement, merci beaucoup, Michel, pour votre témoignage. On le ressent à travers vos propos, le marché de l'emploi actuel est complexe. Hein? C'est assez complexe. Alors, au Nouveau-Brunswick, il y a un marché aussi caché, énorme, auquel les immigrants qui viennent d'arriver n'ont pas nécessairement accès, alors qu'ils pourraient facilement y répondre. C'est ainsi que peut-être on se prive même, nous, ici au Nouveau-Brunswick, d'un talent et d'une vision nouvelle. Et c'est bien dommage, car c'est ainsi, en recrutant de nouveaux profils, qu'on pourrait même créer une dynamique qui favorise l'innovation. Alors, Manda Harrison-Robinson, vous êtes chef d'équipe chez Nordia. Pouvez-vous nous expliquer les défis que vous rencontrez et les bonnes pratiques mises en place chez Nordia pour recruter des immigrants francophones? Et deuxièmement, comment faites-vous, par exemple, pour faire connaître vos besoins en recrutement auprès de votre marché cible? Que se passe-t-il lorsque vous ne trouvez pas des candidats ici au Nouveau-Brunswick, en fin de compte? Manda? D'accord. Premièrement, moi, comme ce que vous avez dit tantôt, moi, je m'appelle Manda Robinson. Puis, je suis en charge de tout ce qui concerne, tout ce qui touche l'immigration pour Nordia tout en entier, vraiment, que ce soit ici au Nouveau-Brunswick ou bien dans les autres provinces. Puis, juste pour information, on a 13 sites vraiment partout au Canada. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, ok, d'accord. Comme je l'ai dit là tantôt, c'est que moi, je suis en charge de tout ce qui concerne l'immigration pour Nordia tout en entier. Et je fais partie de l'équipe des ressources humaines. Si vous me permettez, je voudrais prendre juste quelques secondes
je voudrais envoyer une vidéo, faire jouer une vidéo vraiment qui va représenter Nordia. Je vais juste envoyer la vidéo. Donc ça, c'était c'était vraiment une vidéo de courte durée. C'était vraiment pour présenter la compagnie. Puis là, je vais revenir à la question. Sur la première question, juste pour être sûr, c'était que si je pouvais expliquer les défis que nous rencontrons par rapport au recrutement pour les immigrants francophones. Premièrement, comme on le sait d'abord, c'est que la province du Nouveau-Brunswick, c'est une province bilingue, je dirais majoritairement anglophone. Puis, nous, ici à Nordia, c'est que la plupart de notre personnel, nous sommes tous bilingues. So, c'est vraiment facile pour nous, vraiment, de communiquer en français puis en anglais avec nos candidats. Le défi que nous rencontrons, en fait, c'est que la plupart de nos candidats, la plupart de nos employés, je dirais, francophones, ils viennent tous de soit l'Université de Moncton, soit du CCNB, puis ils sont encore tous des étudiants. Cela dit qu'ils ne peuvent pas encore travailler à temps plein. On a aussi des employés, des immigrants qui ont décidé de s'établir ici au Nouveau-Brunswick. Puis, ils sont encore en train de se voir vraiment, de s'établir. Puis, nous, ce qu'on fait, c'est que s'ils veulent travailler avec nous, on va les embaucher. Puis, petit à petit, vraiment, nous, notre personnel, on va les guider. C'est-à-dire, on va les guider, on va les placer, on va les montrer vraiment c'est quoi la culture qu'on a ici. Concernant nos besoins, qu'est-ce qu'on fait pour montrer nos besoins en termes de recrutement? C'est que nous, on a une équipe de recrutement, puis ce qu'on fait, c'est qu'on publie vraiment tous les postes qu'on a sur différentes plateformes. Mais à part ça aussi, c'est que nous, on participe vraiment beaucoup et on participe quasiment toujours dans les salons d'emploi, dans les job fairs. Puis pour ça, c'est que ça nous permet en fait de montrer au monde qui est Nordia, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on donne. Puis aussi, ça nous aide aussi à trouver de bons candidats qui soient francophones, bilingues ou anglophones, parce que comme je l'ai dit là tantôt, c'est qu'ici, nous, à Nordia, on a des différents départements qui sont francophones seulement, anglophones seulement, puis bilingues seulement aussi. Pour la troisième question, si je ne me trompe pas, c'était que qu'est-ce qui se passe si on ne trouve pas des candidats ici au Nouveau-Brunswick? Nous, Nordia, récemment, je dirais l'année passée, on a eu une réorganisation, étant donné à cause de COVID, tout a été fait virtuellement. On a actuellement des centres ailleurs dans d'autres provinces. Nous, si on ne trouve pas des candidats ici au Nouveau-Brunswick, malheureusement, je dirais ça entre guillemets, c'est qu'il nous faut engager d'autres candidats qui habitent dans les autres provinces, mais qui vont travailler dans la ligne de business qui existe ici à Moncton. Auparavant, avant COVID, c'est que nous autres aussi, on a travaillé sur un projet, c'était le recrutement à l'international. On a travaillé avec la province, on a travaillé avec, je cite, le CAFI, le MAGMA aussi. Puis on a mis en place le projet de recruter à l'international vraiment pour voir si on peut avoir de bons candidats, des candidats potentiels. Mais malheureusement, à cause de COVID, le projet a été mis en arrêt.
Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je vous redonne la parole. Alors, comme vous voyez, ou comme vous avez entendu, chers panélistes qui sont un petit peu éparpillés un peu partout au Nouveau-Brunswick et même peut-être ailleurs, vous avez entendu après la présentation de Manda, d'ailleurs, merci beaucoup, Manda. Après sa présentation, j'ai attendu un 5-6 secondes avant de commencer à parler et je vais vous demander d'en faire autant. Même quand on vous présente, donnez-nous ce 5-6 secondes-là pour faire les changements techniques à cause du transfert salle, Zoom, salle, etc. Donc, on a besoin de ce petit 5-6 secondes-là pour faire le transfert avant que vous commencez à parler. Comme ça, nous, tout le monde peut vous entendre et on a réussi à faire le petit changement technique ici pour bien vous accommoder. Alors, Robert? OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Manda, pour votre témoignage. Vous avez bien expliqué ça parce qu'il n'y a pas juste le marché caché, qu'est-ce qu'on connaît, les petits réseaux qu'on connaît. Il y a encore plus loin que ça. Vous utilisez les médias sociaux, vous allez un peu plus là-dessus. Puis c'est un enjeu vraiment important pour l'avenir des entreprises et pour vraiment développer la francophonie. Les grands groupes jouent un rôle important, mais les petites et moyennes entreprises ont aussi un intérêt à vraiment développer une stratégie pour recruter autrement. Fait que ça ouvre la porte à poser une question à Sandrine, que vous êtes gestionnaire en immigration économique chez RD. La question que j'ai pour vous, c'est quelles sont les ressources qui existent pour aider les petites et moyennes entreprises à recruter et à s'appuyer sur l'immigration francophone? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super, merci beaucoup. Bonjour à tous et puis merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie de faire partie du panel aujourd'hui concernant les employeurs. Donc, je travaille au RD Nouveau-Brunswick. Juste pour rappel, le réseau de développement économique et d'employabilité du Nouveau-Brunswick est un organisme à but non lucratif provincial francophone qui œuvre dans le développement économique. On a parlé de pénurie de main-d'œuvre, on a parlé de marché caché. Et puis, on m'a demandé aujourd'hui de présenter aux employeurs des outils qui existeraient. Donc, les outils que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des outils qui sont gratuits et des ressources qui sont gratuites pour les employeurs, pour tous les employeurs, mais j'ai axé ma présentation par rapport aux petites et aux moyennes entreprises parce que les petites et moyennes entreprises représentent quand même 98% des entreprises du Nouveau-Brunswick. Elles sont effectivement, comme le disait Asma tout à l'heure, elles sont la vitalité de l'économie du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est très important de pouvoir les outiller correctement afin qu'elles puissent participer pleinement au recrutement et à la rétention de travailleurs qualifiés issus de l'immigration. Alors, un des premiers outils, en tout cas une des premières portes d'entrée que j'aurais envie de partager avec les employeurs, c'est Travail Nouveau-Brunswick. Je pense que c'est très important pour un employeur, un petit, un moyen ou un grand, d'aller cogner à la porte de Travail Nouveau-Brunswick parce que dans l'équipe de Travail Nouveau-Brunswick, il y a des experts en main-d'œuvre qui sont spécialisés pour aller appuyer et accompagner des entreprises. Et cette équipe-là est en capacité de faire une évaluation de vos besoins. Est-ce que l'entreprise a un plan de ressources humaines? Est-ce que sa capacité à recruter ou sa capacité à afficher des offres d'emploi, est-ce qu'elle est optimale? Et en venant rencontrer l'entreprise, Travail Nouveau-Brunswick va être en capacité de faire une vraie évaluation des besoins et de pouvoir outiller, appuyer l'entreprise au niveau de la recherche de sa main-d'œuvre. Au niveau de Travail Nouveau-Brunswick, on est plutôt sur une main-d'œuvre locale parce que oui, l'immigration, c'est bien et ça fait vraiment partie de notre futur. Mais il y a également des ressources disponibles au Nouveau-Brunswick et au Canada d'une manière générale. Donc, il ne faut fermer aucune porte en termes de recrutement. Également, Travail Nouveau-Brunswick organise des salons virtuels de l'emploi. Notre collègue en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est très important de pouvoir afficher. On parlait de marché caché tout à l'heure. Il faut comprendre que quand on est issu de l'immigration,
le fait de venir s'installer notamment dans les communautés du Nord, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas de visibilité de la dynamique économique. Pour rendre nos offres d'emploi visibles, c'est important de pouvoir les valoriser et de pouvoir les exposer pour que les talents puissent vous écrire. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. En deuxième outil, j'aimerais vous parler de Opportunité Nouveau-Brunswick. Opportunité Nouveau-Brunswick a la chance d'avoir une équipe spécialisée dans l'attraction de la main-d'œuvre avec des initiatives francophones, donc des initiatives spécifiques pour aller recruter de la main-d'œuvre francophone. L'équipe d'Opportunité Nouveau-Brunswick sera en capacité d'accompagner les employeurs à cibler les pays francophones où les travailleurs qualifiés présents sur ces bassins francophones ont une plus-value qu'on va pouvoir ajouter au niveau des entreprises. C'est-à-dire que si vous allez chercher des soudeurs, il y a peut-être certains pays où il y a plus de personnes qui sont disponibles dans ces métiers-là. L'avantage aussi de passer par Opportunité Nouveau-Brunswick, c'est à un moment donné aussi pour l'employeur une capacité à savoir dans quel programme d'immigration l'employeur et le candidat seront le plus à l'aise et quel est le programme le plus adapté en fonction de la situation des personnes et du besoin de la main-d'œuvre. Et également, l'équipe d'Opportunité Nouveau-Brunswick est en capacité d'appuyer les employeurs tout au long du processus. Un des autres outils qui est également disponible, je parle d'outils, mais en fait, ce sont des équipes de travail. Il y a Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. On a la chance d'avoir des agents de liaison qui travaillent auprès des employeurs et qui sont en capacité de venir informer les employeurs sur les programmes d'immigration qui existent. Donc, c'est une autre porte d'entrée. Et pour terminer, au niveau du réseau de développement économique, au niveau du REDE, nous avons la chance de participer à des salons à l'international où nous représentons des employeurs. Quand on dit petite entreprise ou petite et moyenne entreprise, toutes les entreprises n'ont pas la chance d'avoir un service de ressources humaines et le REDE est en capacité de pouvoir venir appuyer une entreprise qui n'a pas les moyens d'aller se représenter elle-même à l'international. On est capable de venir l'appuyer pour de la présélection de candidats, pour du recrutement et après sur du coaching à l'intégration. Alors quand moi je vais rencontrer des entreprises, les employeurs me disent souvent « l'immigration c'est compliqué » et je n'ai pas le temps. Alors l'immigration c'est compliqué, oui et non. Il faut comprendre qu'on ne peut pas se réveiller un matin et dire on va aller à l'immigration, il y a des procédures à respecter, puis c'est normal, ça fait partie du processus. Et puis, non, ce n'est pas compliqué parce que je pense que le Nouveau-Brunswick s'est doté d'outils et d'équipes de travail qui sont vraiment en mesure de venir répondre aux besoins différents des employeurs qui sont présents dans la province. Et quand un employeur me dit « j'ai pas le temps », et je l'entends vraiment souvent, je pense effectivement que dans les petites entreprises, le temps, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Un employeur sait toujours quand est-ce qu'il commence sa journée de travail, mais il sait rarement quand est-ce qu'il la termine. Cependant, prendre le temps d'aller cogner à une de ces portes pour l'employeur, je pense qu'il faut vraiment le voir comme un investissement. Et en conclusion, je pense que la première ressource pour l'immigration francophone, c'est l'entreprise elle-même et que quand on n'a pas l'habitude d'aller à l'international pour recruter, je pense qu'il faut juste oser une première fois. Et quand on aura osé une première fois, je pense qu'on va revenir avec de belles surprises. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sandrine. Des applaudissements pour toi ici. Alors, avant de continuer avec le prochain, je vous rappelle que vous pouvez toujours envoyer vos questions dans le chat. Et si vous savez plus ou moins à qui s'adresse la question, ce serait plus facile si vous l'indiquez aussi en même temps que vous posez votre question. Comme ça, nous, au point de vue technique, ça va nous permettre de diriger et à la personne de se préparer parce que vous savez, même quand on va répondre aux questions plus tard,
vous devez vous donner cette 5-6 secondes-là parce que la personne ne va vraiment pas entendre votre réponse si vous répondez avant cette période de temps-là. Donc, je vous remercie d'avance de votre petite tolérance technique pour le 5, 6, peut-être 7 secondes. On a d'autres ici, avant de passer aux questions, bien sûr. On a, pour mieux comprendre, bien sûr, et comment attirer des talents issus de l'immigration, je vous propose d'écouter le témoignage de Stevenson Casimir. Alors, Stevenson, vous êtes aujourd'hui PDG d'Atlantic Star Uniform ou Uniforme. Pour retracer un peu votre parcours, vous êtes originaire d'Haïti. Vous êtes arrivé à Edmundston, la ville, comme diraient les gens d'Edmundston. Vous êtes arrivé à Edmundston en mai 2013. Vous avez intégré Atlantic Star Uniform en tant que contrôleur financier, mais aujourd'hui, vous en êtes rendu le PDG. Alors, ça s'est bien passé pour vous. Aujourd'hui, moi, j'ai une question pour vous. Quelles bonnes pratiques étaient en place au moment de votre arrivée et que faites-vous aujourd'hui en tant que PDG pour l'emploi des immigrants francophones? Bonjour tout le monde. Bon, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je voulais bien être à Petit-Rocher pour participer en mode présentiel. Ben, cette valeur, les obligations, nous gardons ici à Edmundston, on ne pourrait pas se rendre à Petit-Rocher. Merci également au réseau de l'immigration francophone de m'avoir invité pour prendre part à cette belle séance qu'on a la chance d'échanger, de discuter avec les gens dans le domaine de l'immigration pour voir comment l'un pourrait apprendre de l'autre. Moi, effectivement, je viens d'Haïti. Ça va faire 9 ans la semaine prochaine. Ça fait 9 ans que je suis à Edmundston. Je suis arrivé avec ma famille comme des résidents permanents. J'étais étudiant à l'Université de Moncton. Je préparais mon MBA. En 2014, effectivement, j'ai intégré Atlantic Star Uniforms. J'ai commencé à travailler pour cette compagnie-là. C'est une jeune compagnie de la région qui confectionne des uniformes, des vêtements de protection pour du monde qui travaille comme les moteurs de ligne, les soudeurs, du monde qui travaille dans des mines, tout ce qui a rapport avec la protection, du monde qui porte des uniformes de protection. Nous autres, on est l'unique manufacturier de vêtements au Nouveau-Brunswick dans ce domaine-là. On est très fiers. Nos clients, on vend un peu partout au Canada. Donc, c'est ça qui fait notre force. Souvent, le monde a l'habitude de dire « Êtes-vous sûr c'est à Edmundston qu'on fait ça? » Donc, ouais, on est bien à Edmundston. C'est à Edmundston qu'on fait ça. C'est une fierté pour nous de garder cette entreprise. On est 25 dans la compagnie. En arrivant dans la compagnie, j'ai pu constater qu'il n'y avait pas de relève dans la compagnie. C'était inquiétant. Le propriétaire d'alors, lui, il s'approchait vers l'âge de la retraite. Quand il me parle tout le temps, il dit « Ça lui fait très mal au cœur de voir qu'il va devoir fermer l'entreprise parce qu'il n'arrive pas à vendre l'entreprise, il n'a pas de preneur. » C'est ainsi, moi, j'ai intégré la ruche à Edmundston. J'ai discuté avec les membres de la ruche par rapport à ça. Je leur ai dit je veux proposer un projet de relève à mon patron. Donc, c'est ainsi, avec la ruche, on a travaillé ensemble, on a mis en place un projet de relève. Je lui ai proposé, on a discuté. Ça a fait son chemin. Graduellement, j'ai commencé à prendre des actions à chaque année jusqu'à ce que j'ai eu la chance de devenir propriétaire de cette entreprise-là. Donc, au moins, ça nous donne l'opportunité de garder l'entreprise en marche. Et puis, le propriétaire, lui, il a eu l'opportunité de prendre sa retraite. Donc, il est tout fier parce que c'est son bébé quand même. Quand vous avez une entreprise depuis 1986, il a la compagnie dans la région. Donc, au moins, il voit l'entreprise qui grandit, son bébé qui continue de faire son chemin. Ça fait toute une fierté. Donc, ici, chez Atlantic Star, parmi les 25 personnes, il y a 10 personnes qui proviennent de l'immigration. On embauche un peu partout. On travaille de façon rapprochée avec ONB à travers les différents programmes d'immigration qui existent. Les autres nous donnent l'opportunité d'avoir accès aux différents bassins qui existent. Au moins, on peut avoir les employés pour pouvoir répondre à nos besoins. Parce qu'au niveau de la couture, malheureusement, à Edmundston,
on n'a pas la main-d'œuvre qu'on a besoin. Quand on dit on n'a pas la main-d'œuvre, autrefois, il y avait une main-d'œuvre assez élevée. On avait 1200 postes de couturiers à Edmundston. Mais s'il en reste là, c'est les 25 qui travaillent ici chez Atlantic Star. Donc, les gens se sont reconvertis vers d'autres métiers. Donc, nous autres, on n'a pas le choix. On est bien obligé d'aller ailleurs pour avoir l'opportunité d'avoir du monde aux personnes qui désirent, disons, venir travailler dans la couture. Donc, grâce à ONB, ça nous donne une chance quand même d'avancer assez bien pour voir tout ce qu'on peut faire. Nous autres, comme pratique, dès qu'on rentre en contact avec la personne, dès qu'il y a ce qu'on appelle un lien de confiance qui est créé, on offre une sorte d'appui à l'employé potentiel. Appui parce que le processus d'immigration, comme vous le savez, ça engendre des coûts, que ce soit pour l'employeur et pour l'employé. Nous autres, on supporte nos coûts. Mais l'employé, souvent, ça leur prend plus de temps pour avoir les moyens nécessaires pour répondre à ces frais-là. Nous autres, ce qu'on fait, on leur avance des fonds pour que ces gens-là puissent, en quelque sorte, payer les frais, que ce soit les frais pour déposer les dossiers, soit au niveau provincial ou fédéral, les frais pour passer les examens médicaux. Quand la personne arrive dans la région aussi, nous autres, on s'assure les 3 premiers mois, le logement, c'est offert par la compagnie, gratuit. À partir du 4e mois, ça donne une chance à la personne de s'orienter pour voir où est-ce qu'elle décide d'aller demeurer. Donc, comme vous le savez, l'histoire de logement, c'est un peu partout qu'on a le problème au Nouveau-Brunswick, pour ne pas dire au Canada. On est bien obligé d'acheter différents logements. Quand on a du monde qui arrive, on ne peut pas trouver un loyer. On achète des logements juste pour les recevoir. On appelle ça des logements transitoires. Quand ces gens arrivent, au moins, on est sûr pendant ces 3 mois-là, on peut les héberger. Et puis, le transport également au sein de la compagnie. On assure le transport de ces gens-là, ceux qui n'ont pas de voiture, quand ils arrivent à peine, pour venir travailler le matin. Ces gens-là également, après le boulot, on s'assure de les ramener chez eux. Notre boulot ne termine pas le vendredi parce que ces gens-là, écoute, ils ont une vie quand même. Il faut qu'ils aillent à l'épicerie, aller à l'église. Le samedi, quand ils vont à l'épicerie, un petit coup de fil. Ah ben, il faut qu'on aille à l'épicerie, pas de problème, on passe vous prendre. On passe à l'épicerie, on les dépose. Donc, écoute, on essaie de créer une ambiance. Écoute, c'est juste pour faire sûr que ces gens-là se retrouvent le temps qu'ils aient la chance de passer leur permis de conduire, avoir l'opportunité de s'acheter une voiture. Au moins, là, on dit mission accomplie. Au moins, ils peuvent voler de leurs propres ailes. Donc, en termes d'encadrement, on essaie de faire le mieux dans notre région. Vous savez, Edmundston, c'est une petite communauté, on est comme une famille, mais tout de même, on essaie le plus possible de voir comment est-ce qu'on peut appuyer ces nouveaux arrivants-là pour qu'au moins ces gens-là puissent s'intégrer dans notre communauté. Merci. Merci. On a entendu, micro. Parfait. Merci beaucoup, Stevenson, pour votre témoignage, parce que ça vraiment, on comprend mieux à cette heure un peu ce qui favorise la réussite d'être capable de recruter des immigrants francophones. Mais ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte pour une autre question au point de vue il y a un autre défi pour les entreprises. C'est une fois qu'on a fait le recrutement, comment on fait pour les garder? Et puis, pour mieux comprendre, je me tourne vers Manda. Je vous pose la question, quels défis rencontrez-vous pour fidéliser vos employés et quelles sont les bonnes pratiques que vous utilisez pour mettre ça en place? Encore une fois, merci beaucoup. Merci pour la question. Je vais raconter une petite anecdote d'abord, puis après, je vais répondre à la question. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, précédemment, c'est que la plupart de nos employés internationaux francophones, ils viennent soit de l'Université de Moncton, ils ont étudié à l'Université de Moncton, soit ils ont étudié au CCNB, ou bien ce sont des personnes, des immigrants qui ont reçu leur résidence permanente, qui ont décidé de venir habiter ou bien s'installer au Nouveau-Brunswick. Je vais prendre le cas d'un étudiant, parce que c'est quelque chose qui est vraiment courant. L'étudiant, il va étudier à l'Université de Moncton. Je veux dire, il va étudier en génie.
Il a besoin de travailler. Il va postuler chez nous. Il parle français. Il parle moyennement anglais, mais il va pratiquer. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'embaucher. Il va travailler pour nous. Mais le problème, c'est qu'après ses études, lui, il a étudié en génie. Après ses études, il va sûrement chercher quelque chose qui est lié à ses études, aux études que lui a fait. Mais il ne trouve pas d'employeur. Son anglais n'est pas vraiment très bon parce que, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné tantôt, c'est qu'on est dans une province bilingue. Ce n'est pas toutes les compagnies, ce n'est pas toutes les entreprises qui parlent français. On connaît des compagnies qui parlent juste anglais. Qu'est-ce que l'étudiant va faire? Il va quitter la province. Il va quitter la compagnie. Il va quitter la province. Je vais parler de nos bonnes pratiques. Je veux parler de notre stratégie de rétention surtout. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Premièrement, c'est que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais dire, il faut créer un milieu de travail inclusif et respectueux. La première chose. La deuxième chose, c'est que, certes, les compagnies offrent un bon salaire. Et comme on sait tous, c'est qu'il n'est pas juste question de salaire. Qu'est-ce que nous, on a fait? C'est qu'on a créé un système qu'on appelle, c'est comme un système de jumelage. C'est le buddy system. C'est que tous nos employés, les francophones, on fait tout vraiment. On organise des choses, on organise des événements, on les soutient, on les guide vraiment, plus le salaire, effectivement, vraiment pour pouvoir les retenir ici, au moins avec la compagnie, mais au moins qui restent ici au Nouveau-Brunswick. Autre chose aussi pour nous, ce qu'on a fait, c'est que tous nos employés, on les pousse à contacter les centres pour les nouveaux arrivants, comme je cite encore le CAFI, le Magma, pour parler avec eux si est-ce qu'ils peuvent participer, premièrement pour améliorer leur anglais, pour rencontrer des gens aussi dans des cours de langue ou bien dans des centres de conversation. Mais nous, à Nordia, comme j'expliquais tantôt, ce qu'on a fait vraiment, c'est qu'on a créé un milieu de travail inclusif. Cela veut dire que tout le monde qui vient d'ailleurs, qui vient de Ousso, on inclut tout le monde dans des projets, on inclut tout le monde dans le travail, puis tout cela se fait dans un milieu vraiment respectueux. Je pense que j'ai répondu à la question, puis merci beaucoup vraiment pour la question, puis je vous redonne la parole. Alors, merci beaucoup, Amanda. Alors, si je comprends bien, vous les embauchez quand ils sont encore à l'université, comme ça, on les tient déjà. Effectivement. Puis après ça, ben, quand ce n'est pas leur domaine qu'on a avec nous, ben, on leur donne un body qui peut quand même les garder dans notre coin, puis on essaye de les jumeler avec les personnes pour qui, au moins, ils vont rester dans notre coin. C'est ce que je comprends, c'est ce que je retiens de votre présentation. Alors, merci beaucoup, Manda. Fidéliser les employés, c'est tout un art, à ce que je peux voir, qui peut même dépasser les murs de l'entreprise, hein, avec des exemples que vous nous avez donnés. Sandrine, moi, j'ai une petite question pour toi. Quel conseil donneriez-vous, Sandrine, aux entreprises qui souhaitent intégrer durablement leurs employés issus de l'immigration? Alors, ce serait quoi les conseils que vous donneriez? J'ai respecté les 10 secondes, je vais y aller. Je trouve que la question, c'est une question qui est vraiment, vraiment très difficile parce que je pense sincèrement qu'il n'existe ni une formule magique, ni une formule unique. Je pense qu'une des choses pour pouvoir intégrer durablement une compétence, qu'elle soit issue de l'immigration ou issue de la population locale, je pense que la première chose, c'est la volonté. Mais pour moi, c'est une responsabilité qui est partagée entre l'employeur, l'équipe de travail et le nouvel embauché ou le nouvel arrivant issu de l'immigration. Pour moi, c'est vraiment une responsabilité partagée et
le fait d'avoir cette responsabilité partagée, ça permet de développer un sentiment d'appartenance que chacun met en place. Quand on parle d'immigration, on a parfois un employeur qui est prêt à aller embaucher de la main-d'œuvre issue de l'immigration, mais s'il y a juste l'employeur qui est prêt, l'employeur recrute. L'équipe de travail, c'est ce qui fait la rétention. Parce que l'équipe de travail, on parlait de la communauté, l'équipe de travail, c'est une partie de la communauté. Donc, recruter, c'est bien grâce à l'employeur, c'est un premier pas. Et après, je pense que l'équipe de travail a un rôle très, très important à jouer dans l'intégration et puis dans la rétention finalement des nouveaux arrivants. La deuxième chose que je pense, il faut prendre en considération qu'un nouveau salarié, un nouvel employé, qu'il soit issu de l'immigration ou du bassin local ou un étudiant sortant, dont un étudiant international, il y a besoin de temps. Il y a besoin d'un temps pour s'adapter. Il y a besoin d'un temps de formation. C'est très important, je pense, pour une entreprise d'accompagner ses nouveaux embauchés dans la prise de poste. On parlait des étudiants internationaux tout à l'heure. Pour moi, les étudiants, d'une manière générale, sont de véritables pépites professionnelles. Et peut-être la particularité des étudiants internationaux, il faut comprendre qu'ils ont quitté leur pays comme un immigrant économique. À un moment donné, ils ont quitté leur pays, ils sont en perte de repères. C'est très important de les aider à construire de nouveaux repères. Et comment on construit de nouveaux repères? Je pense qu'une des clés du succès, c'est la communication. Parce qu'on parle de francophonie, on parle tous le français, mais nos mots ne veulent pas souvent dire la même chose. Et ça peut créer des maladresses de communication qui sont juste des maladresses. Mais ça peut se transformer entre des non-dits, des maladresses accumulées, ça peut se transformer en véritable conflit en milieu de travail, alors que ce n'est pas du tout, une volonté ni d'une part ni de l'autre. L'autre chose, et puis là, plus spécifiquement sur l'immigration, je pense que c'est important pour pouvoir intégrer durablement une personne qui est issue de l'immigration, c'est de prendre en compte la personne dans sa globalité. Bien évidemment que l'employeur embauche une compétence, très, très important, oui. Seulement, on n'a pas de mon oncle, on n'a pas de ma tante qui soit capable de venir garder les enfants si jamais on a des enfants en bas âge. Si jamais la famille nouvelle arrivante n'a qu'un seul véhicule et qu'un des enfants est malade, il y a un temps d'ajustement qui est nécessaire. Et pour comprendre ce temps d'ajustement, il faut avoir un regard bienveillant sur l'ensemble de la personne et de la famille qui l'accompagne. Et puis, ce que je trouve intéressant, une des autres clés du succès, il existe des outils, encore une fois, gratuits pour les employeurs et pour les équipes de travail pour se former à la diversité culturelle. C'est un bon premier pas pour mieux comprendre la diversité culturelle, parce qu'en fait, l'objectif, c'est de bâtir sur ce qui rassemble dans une entreprise et dans une communauté en général, et non pas sur ce qui différencie. Donc ça, c'est pour moi quelque chose de très important. Et je pense que pour toutes les entreprises, ce qu'elles doivent retenir, c'est qu'elles doivent développer leur propre formule. Dépendamment de leurs capacités, dépendamment de leurs équipes de travail, je pense qu'il faut développer ses propres formules. On entend beaucoup parler en ce moment, et puis Stevenson en parlait, on parle d'aide au déplacement, d'aide au logement avec les logements transitoires. Moi, je trouve que ce sont des expériences qui sont extraordinaires, mais il faut aussi comprendre que toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre ça. Donc, il faut aussi déculpabiliser celles qui ne peuvent pas. Il faut encourager celles qui le peuvent, et effectivement, il faut le faire, mais il faut aussi déculpabiliser celles qui ne le peuvent pas. Mais il faut encourager à ce que chaque entreprise développe sa propre formule pour pouvoir intégrer durablement sa main-d'œuvre issue de l'immigration. Voilà. Merci, Sandrine. Tu as mentionné au début, tu m'as rappelé un vieux proverbe que ça prend tout un village pour élever un enfant, mais ça prend aussi tout un village, je pense, pour accueillir des nouveaux arrivants. Puis, je ne suis peut-être pas un nouvel arrivant au Canada, mais pour avoir déménagé dans un endroit qui était loin de ma famille, sans les mononcles et les matantes, les défis sont aussi là. Pas nécessairement parce que j'arrivais d'un autre pays, mais j'arrivais d'une autre région. Puis on oublie souvent ces immigrants-là jusqu'à un certain point aussi. Il faut les garder, puis ils sont des outils parce qu'ils font partie de notre province et notre groupe, notre village. Alors, Robert? Oui, puis les choses aussi qui me
qui me rapprochait le plus, c'est votre discussion au point de vue de l'appartenance. Ça ouvre encore une autre porte que je vais m'adresser à Michel là-dessus. On ne t'a pas oublié, Michel, je sais que tu es encore là. Mais la dernière fois, quand on s'est rencontrés pour préparer pour l'atelier, tu as parlé d'avoir comment pratiquer des pratiques d'être citoyen coopératif, qui aussi s'attachent aussi à l'appartenance. Fait que c'est quoi être un citoyen coopératif? Donc, le délai est écoulé. J'assume que vous me comprenez. Désolé pour l'interprète, je n'ai pas d'écouteur, malheureusement. Écoutez, un bon citoyen corporatif, on a deux bels exemples. Les compagnies représentées par Stevenson et Manda. Wow, je suis impressionné. Ça va au-delà d'un rôle classique d'employeur. Vous allez dans la vie privée pour faciliter une intégration. Merci à Sandrine, là, je me sens un peu moins coupable de ne pas pouvoir aller à ce niveau-là. Je dirais, Roi Consultant, en comparaison à Stevenson et Manda, nous, on accueille des nouveaux arrivants ou des immigrants, mais surtout issus de l'université ou du CCNB. Donc, c'est des étudiants étrangers qui ont un permis de travail ou un permis d'études ou de travail qui éventuellement va être résident permanent. Donc, je dirais, de cette manière-là, à mon avis, il y a deux façons, comme citoyen corporatif, d'accompagner ces nouveaux arrivants-là à intégrer leur nouvelle communauté. Premièrement, pour moi, c'est de les aider à se situer dans le terrain de jeu, à connaître c'est quoi le terrain de jeu, puis je vais m'expliquer là-dessus, puis en leur offrant une réelle opportunité de faire partie de notre société. Donc, si je commence par le terrain de jeu, je fais référence ici à toute contribution en temps qu'un employeur ou une partie prenante de nos communautés peut offrir afin d'informer les immigrants ou les nouveaux arrivants qui viennent d'un pays étranger ou d'une région étrangère. C'est la même réalité. Connaître les réalités, les enjeux propres de notre pays, de notre province, de notre région, de notre communauté, c'est tellement important. Chez Roi, comment on fait ça? Lorsqu'on a une opportunité, on s'efforce de fournir un portrait clair de ce qu'on maîtrise, soit notre profession, l'industrie de la construction, ainsi que ses opportunités puis ses contraintes. C'est pas toujours beau. Donc, c'est important d'avoir un portrait clair pour pouvoir y faire face. On offre également des occasions d'effectuer des visites d'observation, des stages en entreprise, beaucoup en partenariat avec les universités CCNB. Plusieurs d'entre eux vont demeurer après. C'est une façon de se connaître réciproquement, puis d'apprendre à établir un lien de confiance. À l'occasion aussi, on fait profiter les individus de notre réseau de contacts en redirigeant ces individus-là aux bons intervenants de nos communautés. Ça, je pense, c'est quelque chose qu'on doit faire comme bon citoyen corporatif. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui concerne les opportunités. Je fais référence à s'assurer de mettre en place des conditions qui sont favorables au succès et à la pérennité. Comment on fait ça? La démarche, souvent, ça implique des investissements monétaires de la part des employeurs, mais les exemples nous démontrent que ça peut rapporter gros pour ces entreprises-là. D'une façon plus humble, plus noble que ce que fait Stevenson et Manda fait, on essaye, nous autres, chez Roi, de favoriser le mentorat, l'accompagnement professionnel afin de favoriser l'épanouissement. Fait qu'on a un modèle où c'est des équipes de projet, où les gens vont pouvoir se côtoyer. Tu sais, on dit dans notre secteur d'activité qu'on apprend à peu près 30 à 40 sur le temps de l'école, donc tout se passe en industrie. Donc, on pense qu'en faisant ce jumelage-là, les gens vont pouvoir s'épanouir. Sandrine a parlé tantôt de la langue. On peut parler tous les deux français ou tous les deux anglais, mais comprendre différemment. C'est encore pire quand on tombe dans le langage technique. Les termes utilisés peuvent avoir des significations différentes en fonction des pays, en fonction des régions. Puis ça peut avoir une connotation professionnelle qui peut avoir un impact énorme sur notre profession. Donc, à travers nos expériences, je veux juste compléter en disant que en côtoyant les gens, qui soient des immigrants, nouveaux arrivants ou des gens qui sont issus de notre milieu, on découvre des individus qui sont riches, particulièrement au niveau des immigrants, riches en expérience, ils ont des vécus incroyables,
Puis trop souvent, ben, on découvre qu'ils sont très riches en connaissances. Puis à cet égard-là, là, je crois fermement qu'il est grand temps qu'on se penche collectivement sur la grande question de la reconnaissance des équivalences scolaires. À mon avis, les ordres professionnels puis les établissements postsecondaires devraient contribuer à atteindre l'objectif, ont un devoir d'établir des programmes adaptés et personnalisés afin de permettre cette reconnaissance-là. Donc, imaginez un ingénieur dans un pays chaud qui n'a jamais eu à concevoir une fondation pour faire face au gel et au dégel. Ben, il n'y a pas de besoin de refaire tout son baccalauréat en génie civil, mais il y a peut-être besoin d'un module particulier pour l'adapter à la réalité du Nord, de l'Amérique du Nord. Donc, c'est un exemple que je voulais vous donner. Moi, je pense que ce geste-là contribuerait assurément à atteindre l'objectif provincial au niveau de l'accroissement de l'immigration, puis surtout à propulser l'économie du Nouveau-Brunswick. C'était mon 5 cents sur la question, Robert et Gérard. Michel, il y avait des applaudissements pour toi ici dans la salle. Alors, voilà. Mais tu parles de langage, même des fois, si on parle la même langue, pour revenir à ce que Sandrine disait et toi te rappeler, on a des expressions régionales aussi. Beaucoup qui font que moi, je parle anglais, mais si je visite l'Écosse, je ne comprends pas nécessairement tout ce qu'ils disent en Écosse. Je n'ai pas besoin d'aller si loin que ça. Je pourrais aller à Terre-Neuve aussi pour les anglophones. Là, ils ont beaucoup de régionalistes. Puis c'est la même chose du côté francophone. On a plein de régionalistes. Puis il y a le langage corporel aussi qui rentre en jeu là-dedans. Puis là aussi, il y a des avantages. Donc, merci beaucoup, Michel. Pour terminer cet atelier et avant d'aller aux questions, je vous propose que nous changions un petit peu de point de vue pour nous adresser cette fois-ci à tous les immigrants et immigrantes qui nous écoutent et qui cherchent du travail. Alors, Stevenson, j'aimerais savoir quels conseils vous donneriez aux immigrantes et migrants francophones pour les aider à s'intégrer dans la réalité locale via l'emploi. Bon, merci beaucoup. Je crois que mon temps s'est bien écoulé. Vous m'entendez? Super. Normalement, au niveau de la réalité locale, comme vous le savez, surtout au Nouveau-Brunswick, chaque région a sa propre réalité. C'est surtout ça le défi. Peut-être la réalité qu'on connaît ici à Edmundston, ce n'est pas la réalité qu'on a dans la région Chaleur. Donc, chaque employeur doit s'adapter à sa réalité locale pour pouvoir aider ses employés, tout comme la personne qui vient d'arriver également. Cette personne-là doit s'adapter à la réalité locale parce que quand on arrive, c'est vrai, on a nos habitudes chez nous, mais quand vous arrivez dans la région, ça prend toute une adaptation parce que tout est différent. C'est pour ça, ici, dans la région d'Edmundston, on a eu l'opportunité d'avoir accès à un paquet d'éléments comme on a le centre de ressources pour les nouveaux arrivants. On est chanceux d'avoir le centre de ressources parce que dès qu'on commence à travailler avec l'ONB, l'opportunité Nouveau-Brunswick, pour préparer l'arrivée des nouveaux arrivants, parallèlement, on travaille avec le centre de ressources pour les nouveaux arrivants également. En travaillant avec eux autres, on met en place un plan pour pouvoir accueillir ces gens-là pour leur arriver dans la région. Donc, ces gens-là, lorsque eux autres arrivent, nous autres, ce qu'on essaie de faire, on évite que ça soit, comme j'aime dire ça, boulot dodo. La personne vient au travail, après la personne rentre pour aller dormir. Avec le centre de ressources, on essaie d'avoir des activités pour ces gens-là. Eux autres, ils ont également des programmes de jumelage pour voir comment jumeler ces nouveaux arrivants-là avec des personnes de la communauté locale pour qu'il existe ce qu'on appelle un lien entre la communauté locale et les nouveaux arrivants. Avec ces échanges-là, ça permet à ce que la personne commence à mieux connaître comment ça fonctionne dans la région, c'est quoi la réalité. Ça donne une chance. On a également la CFA, qui est la communauté francophone accueillante. On a eu la chance à Edmundston d'avoir accès à un projet pilote, un projet de 3 ans. Ce projet-là, à travers différents 5 à 7 présentés par l'équipe du projet au niveau de la communauté francophone accueillante,
Ça donne une chance aux nouveaux arrivants d'avoir accès aux différents dirigeants, que ce soit le chef de la police au niveau de la région d'Edmundston, le maire de la région, des gens services Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire tous les services qui existent. On a accès à ces gens-là qui viennent sous forme de 5 à 7 pour discuter, jaser avec les nouveaux arrivants. C'est pour ça qu'on les encourage de prendre part à ces activités-là au niveau de la communauté locale pour qu'eux autres puissent mieux comprendre comment fonctionne la réalité. Ça va permettre une meilleure adaptation parce que souvent, quand on reste renfermé sur soi-même, c'est ça le blocage, c'est ça qui empêche que souvent la personne a du mal à intégrer ou bien à avoir accès au marché de l'emploi. Donc, je pense en ayant l'opportunité de participer aux différentes activités qui existent dans la région, c'est-à-dire tous les volets qui sont mis à leur disposition. En plus, toutes ces activités-là sont gratuites. C'est ça qui est beau. C'est une équipe de bénévoles qui décide de mettre ces genres d'activités-là au niveau de la région. Donc, je pense que ça en vaut la peine d'essayer de mieux participer avec nous au niveau de ces activités. Et puis, ça donne une chance. Écoute, le marché de l'emploi, c'est beau, on publie un peu partout, les réseaux sociaux, mais bouche à oreille, ça marche beaucoup. Des fois, on participe juste. C'est vrai, là, des fois, nous autres, on joue au soccer. On joue au soccer, là, pendant qu'on fait une petite pause. C'est là, l'autre dit, ah, ben, mon entreprise cherche ci, ou bien tel employeur dit, ah, moi, je veux tel type de personne. Donc, ça marche. Mais si on reste chez soi, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, moi, c'est la meilleure façon, là, c'est important de s'intégrer dans la communauté, de participer dans des activités. Là. Quand il y a quelque chose, essayez de prendre part là-dedans, de s'intégrer là-dedans, de participer. L'implication, ça compte là. Et puis, ça va créer, moi, ce que j'aime appeler ça, là, une sorte d'esprit d'appartenance avec la communauté locale. Parce que la communauté qui vous accueille, ça devient votre communauté. Quand vous devenez lié avec la communauté, avec l'esprit d'appartenance, ça va aller loin et je suis certain que ça va ouvrir des portes. Merci. Merci, merci, Stevenson. Il y a eu des applaudissements ici dans la salle pour toi. Impliqué dans la communauté, tu terminais avec ça. Je suis absolument d'accord avec ça. Surtout dans les régions, la communauté est tellement petite que s'il y a un événement, toute la communauté au complet est là. Ça fait que c'est facile de rencontrer des gens dans ce temps-là. Alors, bien sûr, là, je te repasse la parole parce qu'il y avait un petit bout que j'ai pris la parole avant toi ici, Robert. Non, c'est correct. Tu es plus grand que moi. Là, tu as peur de te chicaner. Oui. Ça fait que, premièrement, j'aimerais remercier tout le monde, les panélistes, pour avoir répondu des questions, avoir fait le témoignage. Là, on va se tourner vers la période de questions et réponses. Ça fait que ceux qui sont sur Zoom, vous savez, au bas de votre écran, il y a un petit coin là, qui est de chat ou Q&A. Oui, les deux. Les deux font l'affaire. Vous pouvez poser des questions là-dessus. Et puis, ceux qui sont dans la salle, Gérald va se promener avec le micro et vous pouvez poser des questions. Tu peux commencer, Robert, avec la première qu'on avait eue dans le temps que je me dirige dans la salle, puis on aura une de fait en même temps. Ça fait que Sarah, la première question, on la pose ici, celle-là que tu m'as demandé? OK. Puis celle-là, c'est pour Michel et pour Roi Consultant. Et puis, si je comprends bien la question, puis si je ne l'ai pas bien interprétée, la personne qui a posé la question, s'il vous plaît, nous envoyez plus de détails. Ça fait que c'est vraiment pour Roi Consultant. Êtes-vous obligé de recruter des technologistes en règle ou une condition de la technologie de la société, donnez-vous seulement une chance aux immigrants qui ont étudié au Canada? Ça, Michel, je ne suis pas sûr si c'est ça à faire avec. Puis Gérald m'a dit tantôt regarder la caméra puis pas le screen à côté, parce que j'ai l'air comme un niaiseux qui regarde les étoiles. Ah, tu l'as écrit de nouveau? Mais c'est plus au point de vue de règles. Puis si je comprends bien, je sais que comme ingénieur, il faut tout qu'on passe à travers un examen pour avoir notre licence pour pratiquer dans la province. Mais y a-t-il une différence entre ceux qui sont immigrants et ceux qui viennent qui étudient au Canada? Assurément, Robert, comme ingénieur, tout est cartésien, tout est prédéfini dans les règles. C'est un métier exclusif que la profession d'ingénieur. Par contre, les ingénieurs ont aussi le rôle de superviser le travail fait par des technologues ou des gens qui n'auraient pas de formation en la matière.
Donc, la profession d'ingénieur est régie par l'Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick. Chaque province a son association ou son ordre professionnel. On retrouve la même chose au niveau des technologues. Puis c'est toute la question de la reconnaissance de la compétence qu'on parlait tout à l'heure lors de mon dernière intervention. Donc, certaines entreprises, avec une plus grande supervision, peuvent embaucher des technologues qui ne peuvent pas s'appeler technologues au sens de la profession provinciale, mais qui auraient un background. Mais à ce moment-là, la supervision doit être faite en conséquence. Ce que j'essaie juste de dire, quand tantôt on parlait de la richesse en matière de connaissances des gens, on vient de faire l'embauche d'un individu issu du CCNB dans une formation en génie de l'environnement. Le gars a un cours de technologie en génie civil non reconnu au Nouveau-Brunswick qui est fait dans son pays. Et il a fait un baccalauréat en GIS également dans son pays qui n'est pas reconnu ici. Donc, on l'embauche dans sa qualité de technologue en environnement, mais vous pouvez être certain qu'on va pouvoir bénéficier de toute sa richesse en matière de connaissances. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais ça vous donne une bonne indice. Il faut attendre, suivre les règles, attendre le 5 secondes. On va passer à une question dans la salle, Robert. Oui. Bien sûr, on parlait des acquis aussi plus tôt, où j'ai vu passer ça sur le chat, la reconnaissance des acquis. C'est pas évident, c'est pas facile. On a du travail à faire de ce côté-là, ça c'est garanti. Alors, mon nom, c'est Honorine Gunchoup. Je travaille pour le CCNB comme agente d'accueil et d'intégration pour les étudiants internationaux. Je vais premièrement remercier et féliciter Stevenson pour ce travail d'accueil et d'installation qu'ils font à l'arrivée parce que l'expérience a montré que les nouveaux arrivants qui suivent un bel accueil et qui sont vraiment accompagnés dans le processus d'installation et d'accommodation après, développent plus la fidélité et la loyauté envers l'employeur. Donc, je vous félicite pour ça. Amanda, je vais tirer un coup de chapeau sur cette ouverture à proposer un meilleur salaire aux étudiants qu'ils recrutent déjà à l'université. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui trouvent un emploi, pas forcément dans leur domaine, et qui ont envie d'aller chercher mieux ailleurs. Mais quand il y a toujours cette option de trouver satisfaction au niveau du salaire, oui, ça leur donne vraiment le courage de rester. Par rapport à Michel, je vais souligner que vous faites bien de recruter les étudiants du CCNB parce qu'en tant qu'agent d'accueil d'intégration, je peux vous dire que tout au long de l'année scolaire, l'étudiant qui arrive reçoit beaucoup de services, que ce soit au niveau des ressources disponibles dans la région. Au collège, on organise des séances d'information sur la vie au Canada. Ça comprend plusieurs ateliers, plusieurs activités sur comment le climat, comment se comporter en entreprise, l'approche des employeurs. Bref, il y a beaucoup de services qu'on leur offre sur le plan social, communautaire, d'intégration et on leur fait même un suivi au niveau des immunisations si nécessaire. Et par rapport à l'approche par compétence, je vais dire que le CCNB, pour le nouveau plan stratégique, envisage vraiment la reconnaissance des acquis, la formation sur l'approche des compétences, ce qui veut que si un immigrant arrive et qu'il a certaines compétences, bien, on peut reconnaître ses compétences par rapport à la formation au diplôme qu'il vise, bien, il va avoir un complément de formation pour compléter et puis qu'il obtienne ce diplôme-là au niveau du Canada. Maintenant, je vais revenir à toi, Sandrine. J'ai une question surtout pour toi. Je vais d'abord dire merci pour ce travail que tu fais, que vous faites d'aller recruter à l'international et de représenter les petites entreprises parce que ce n'est pas toujours évident. Ma question, c'est est-ce que dans votre démarche, dans vos processus, il y a des entreprises qui se sont découragées? Parce qu'on sait bien que la démarche d'aller recruter à l'étranger, c'est quand même demandant. Est-ce qu'il y a eu des découragements? Si oui, c'est quoi les solutions que vous avez mises en place pour faire face à cela? Merci, c'est tout pour moi. Alors, je vais répondre à la question. Est-ce que vous m'entendez tous? Super. Je pense, pour moi, c'est très important. Chaque fois qu'une entreprise a la capacité d'aller elle-même recruter à l'international, c'est très important qu'elle soit présente. Parce que même si le R&D peut représenter des employeurs, moi, je ne suis pas une soudeuse, je ne suis pas une bouchère, je ne suis pas une boulangère. Je peux aider sur sur du screening de CV, je peux aider sur de la présélection. Oui, je peux être attentive à beaucoup de choses.
mais le cœur de métier, Michel en parlait tout à l'heure, il existe des ordres particuliers, il existe des spécificités, une technicité dans le vocabulaire, dans les compétences techniques, ce n'est pas mon métier. Donc, pour moi, chaque fois qu'une entreprise est en capacité d'aller elle-même sur un salon international, c'est très, très important qu'elle puisse se déplacer. Ça l'est d'autant plus que pour un candidat à l'immigration, c'est rassurant de voir qui c'est qui est, quelle est la personne qui est derrière une offre d'emploi. Donc, dès que possible, moi, j'encourage vraiment les employeurs à se donner les moyens, effectivement, de pouvoir aller à l'international. Maintenant, il y a une réalité. Quand une entreprise n'a pas de service de ressources humaines, quand un employeur a tellement de casquettes dans une journée que, à la fin, on ne sait même plus comment on s'appelle, je pense qu'il faut pouvoir aider les employeurs à recruter. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de pouvoir accompagner les entreprises donc dans le recrutement, de les représenter. Comment ça se passe concrètement? On se rend en entreprise, on va prendre la température dans l'entreprise. Bien évidemment, souvent, on demande à la visiter, ce qui nous permet de nous former également. Et puis, je crois que c'est Michel, au tout début de l'intervention, qui parlait plus du savoir-être, de la rencontre d'une personne. Il y a les compétences techniques qui sont une réalité, mais il y a tout le reste. Et c'est tout le reste sur lequel nous, on va plutôt aller chercher. Après, il y a des réalités dans certains pays. Est-ce que la capacité à aller à l'immigration, est-ce qu'elle est réelle ou pas? Et puis là, on a le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral qui sont là pour regarder ce type de questions. Est-ce qu'il y a des entreprises qui se découragent? Le retour qu'on a des entreprises, c'est qu'ils trouvent toujours le processus extrêmement long. Oui, c'est long, mais c'est long pour tout le monde et c'est une réalité. La grande pression qui se retrouve sur les petites et les moyennes entreprises, c'est que, et puis je pense que la COVID a accéléré cette pression-là. Un employeur, il est responsable de son salaire, bien évidemment, mais il est aussi responsable de l'ensemble de son équipe de travail. Et après 2 ans de Covid, je pense qu'on est face à des employeurs qui sont fatigués et qui sont usés parce qu'ils ont continué à travailler, ils ont essayé de rester ouverts quand c'était possible. Ils ont travaillé à moyens constants ou à moyens réduits. Et je pense qu'ils sont aussi fatigués. Donc, forcément, ils voudraient pouvoir recruter tout de suite. Je pense qu'il faut savoir attendre. Savoir attendre, ça permet aussi, même si on est dans une urgence d'entreprise, savoir attendre, ça permet de préparer correctement, de se préparer soi-même en tant qu'employeur, de préparer son équipe de travail. Et ça laisse aussi la chance à l'immigrant de pouvoir se préparer lui-même. Je ne sais pas si j'ai correctement répondu à ta question. Pas vraiment une question, c'est juste pour dire que au-delà de l'intégration socio-économique au niveau de l'emploi, il y a quelque chose qu'on oublie. Donc, je vais lancer un appel aux entreprises présentes sur place ainsi qu'aux associations d'intégration de, s'il vous plaît, incorporer le volet repères ou abri culturel. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour amener l'immigrant à comprendre la culture d'ici, à s'intégrer, mais il n'y a rien pour permettre à ces gens qui arrivent de vivre leur propre culture et avoir un peu de repères à eux. Ce réconfort-là, c'est beaucoup manquant. Et ceux qui vont généralement dans les grandes régions, c'est pour chercher ça. Ah, merci. Et on a parlé tout à l'heure, Stevenson a parlé aussi de l'accueil puis d'incorporer le plus possible la communauté. Il ne faut pas oublier les enfants qui arrivent avec ces immigrants-là aussi. Si eux veulent rester puis ils aiment leur école, il y a plus de chances que la famille reste et aime la région aussi. Alors, on passe à une question en ligne, puis après ça, je passe à mon prochain intervenant ici. Oui, une des questions qu'on a reçues en ligne, c'est comment faire pour vraiment évaluer les habitudes de recrutement à travers les petites entreprises qui n'ont peut-être pas le temps de faire toute la planification et la réalité de leur vie. Comment c'est fait? Un des panélistes? Je vais plonger, Robert. Je vais simplement dire que c'est une question difficile pour moi à répondre. Je pense que je suis une petite moyenne entreprise typique, moins de 80 employés. Ça veut dire que les gens techniques essayent de faire de l'administration, de ressources humaines, recrutement, etc. Fait que, je dirais le secret, Sandrine nous en a donné beaucoup d'outils aujourd'hui. Moi, le premier, je vais aller regarder ce qui peut m'être utile pour franchir ça. Fait que ma recommandation pour l'individu qui a posé la question, c'est suivre les indices de Sandrine.
Merci, Michel. Pour les panélistes en ligne, je vais vous demander s'il y a une question ouverte comme ça, parce que c'est difficile pour nous de voir qui va répondre. Peut-être juste lever votre main, comme ça, on va savoir à qui passer la parole, puis on va pouvoir commencer à compter le 5, 6, 7 secondes là, pour pouvoir bien fonctionner du point de vue technique. Notre prochain intervenant ici, votre nom, s'il vous plaît, et votre question. Merci, Gérald. Alors, Roger Doiron, de la ville de Richibouctou, la grande ville de Richibouctou. Dans une autre vie, j'étais directeur d'école et j'aimerais de vous amener sur le terrain de l'éducation. À l'heure actuelle, dans notre communauté, il y a beaucoup d'immigrants. Vraiment, on a un grand nombre d'immigrants. Ils nous viennent des Bahamas, ils nous viennent de la Jamaïque, ils nous viennent des Philippines. Et si vous connaissez un peu la géographie, pour ces gens-là, langue première, c'est l'anglais, ou langue seconde pour les gens des Philippines, c'est l'anglais aussi. Alors, on a des enfants qui s'inscrivent dans le système scolaire anglophone. Alors, souvent, j'imagine, les parents ne savent pas ou ne comprennent pas que si ils envoient leurs enfants à l'école anglaise, à moins que ces enfants-là soient dans les classes d'immersion, ils ne sortiront pas des écoles bilingues. Okay? Ils ne sortiront pas d'une école anglaise comme étant des personnes bilingues. Je regrette de vous le dire, mais c'est ça la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me donner une réponse, mais c'est quoi l'approche qu'on devrait… Je connais un peu la réponse, mais par rapport à ce qui existe au niveau des immigrants de langue anglaise, comme seconde ou première, puis qui restent dans le milieu, qu'est-ce qu'on peut faire comme système d'éducation pour s'assurer que le nombre d'enfants dans nos écoles françaises augmente? Parce qu'il augmente certainement dans les écoles anglophones. Il n'y a aucun doute, si je vois dans mon milieu, ils augmentent. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent avec les parents immigrants. Alors, je ne sais pas qui parmi vous peut tenter une réponse, mais c'est certainement, chez nous, dans notre coin, c'est une préoccupation. Je ne peux pas dire que c'est une préoccupation à Saint-Quentin ou à Saint-Isidore ou à Tracadie, mais dans la région immédiate, les enfants ou les parents ont le choix entre l'école anglaise ou l'école française. Donc, y a-t-il quelqu'un qui peut me tenter une réponse? Merci. Alors, j'ai pas eu de main levée à l'écran. J'ai une main levée ici. Moi, je peux ajouter ou je peux dire ou demander aux employeurs de dire à leurs employés, de leur suggérer, les réconforter, comme de quoi c'est impossible de ne pas apprendre l'anglais au Nouveau-Brunswick, surtout dans les régions où il y a les deux choix, comme Roger le mentionne. C'est impossible. Moi, pour sortir de Kedgewick et aller travailler dans le coin de Saint-Jean, quand je suis arrivé là, mon anglais, c'était « yes, no, toaster ». Puis maintenant, je peux vous dire que je peux très, 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 très bien fonctionner pour avoir eu un enfant dans la région de Saint-Jean qui a été à l'école francophone de la région de Saint-Jean, mais qui est sorti de là et vous ne pourriez pas savoir s'il parle à l'origine anglais ou français. Son anglais est absolument impeccable. Il a même l'accent anglophone de la région quand il parle. Et son français est quand même, je peux vous dire, assez bien, sans vous révéler qui est mon garçon et où il est maintenant. Je peux vous assurer que son français est plus que respectable. Et voilà la question que peut-être une réponse à Roger, mais une piste en même temps, parce que je pense, Roger, c'était vraiment une question qui est primordiale pour aider, parce que si les nouveaux arrivants qui nous arrivent sont francophones, mais ils ne veulent absolument pas que leur enfant manque l'anglais, c'est une mauvaise piste au Nouveau-Brunswick. On peut… et l'inverse aussi. L'inverse aussi. Oui, bien sûr. Alors, j'ai votre nom et votre question. Patrice Sinéus, je suis directeur général de l'association multiculturelle de Restigouche. Ma question, ce serait pour Stevenson. Alors, j'ai vu que tu as une histoire de succès vraiment intéressante. Ma question serait, est-ce que ce ne serait pas plus facile de recruter des travailleurs
à l'intérieur du Canada, par exemple au Québec, dans des places aux Québécois, au lieu d'aller à l'étranger. Parce qu'il y a quand même un flux d'étudiants internationaux qui sont actuellement à Québec et qui envisagent de s'installer ailleurs. C'est ce que j'ai fait. J'étais à Québec, je suis venu au Nouveau-Brunswick. La deuxième question aussi, c'est plus un commentaire pour seconder Honorine. Lorsque les immigrants arrivent dans une zone, c'est beaucoup plus facile à leur intégration s'ils se reconnaissent par rapport à des activités culturelles, des activités qui marquent des dates vraiment importantes de leur histoire. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 18 mai. Donc, c'est important pour un Haïtien comme toi, Stevenson, comme moi, de souligner que c'est une date importante dans la communauté et aussi de s'intéresser à la culture canadienne et de la région. Donc, c'est une mixture, je pourrais dire, qui pourrait vraiment intégrer et retenir ces immigrants dans la région. Bon, merci beaucoup, Patrice. Merci pour la question. Ouais, nous autres, on pense toujours, avant tout, on pense au marché local pour pouvoir embaucher du monde parce qu'on publie à travers Guichet Emploi, on publie à travers Indeed, les différents réseaux sociaux qu'on peut avoir accès pour pouvoir publier. Et puis avec le support de ONB également, parce que ONB a l'habitude d'organiser ce qu'on appelle des missions d'embauche au niveau national. On se déplace un peu partout. Là. Quand ONB est présent, nous autres, on s'assure qu'on puisse avoir l'opportunité d'avoir du monde. La priorité, c'est de s'assurer qu'on puisse trouver du monde au niveau local. Mais dans notre cas, ce n'est pas évident parce que, comme j'ai expliqué au début, à Edmundston, 15 ans passés, il y avait 1200 postes de couturiers et couturières. 1200. Je vous dis, aujourd'hui, on a environ une vingtaine. Une vingtaine, c'est vous, cette compagnie-là qui travaille chez Atlantic Star. C'est-à-dire, les gens qui faisaient la couture dans le passé, eux autres se sont redirigés vers d'autres compagnies. Ils ne veulent plus revenir là-dedans. On a essayé, moi personnellement, j'ai mené des démarches avec le CCNB à Edmundston pour voir comment est-ce qu'on peut arriver à ouvrir un cours de couture au niveau du collège. Eux autres voulaient s'assurer que je pouvais trouver 10 personnes inscrites pour commencer le cours. Je n'ai même pas trouvé une seule personne pour s'inscrire. Ça te donne une idée, là. Donc, c'est la réalité. Quand on arrive, quand on essaie de développer tous les efforts au niveau local de notre région, on s'en va au niveau national, ça ne marche pas. Là, on n'a plus d'autre choix. Là. On est obligé d'aller à l'international, sinon l'entreprise est appelée à disparaître. Et nous autres, on doit continuer de fonctionner. On a des contrats à honorer. Nos contrats, ça contient des pénalités qui s'en viennent avec quand on ne peut pas respecter les délais de livraison. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas d'autre choix que d'aller vers l'international. On encourage le monde local de continuer de postuler. C'est pour ça que nous autres, on publie régulièrement. Moi, souvent, on peut avoir quelqu'un qui se trouve à Montréal, qui décide de venir en région. Écoute, ça va nous faire plaisir de l'accueillir ici pour venir à Edmundston. Même au niveau de la communauté francophone accueillante que j'ai parlé tantôt, il y a l'un des volets. L'objectif, c'est d'essayer de voir comment on peut essayer d'encourager du monde qui sont dans d'autres provinces pour venir dans notre province. On a ce volet-là, on essaie de mettre en place. Donc, le plus qu'on peut avoir du monde au niveau local, au niveau national, ça nous fait vraiment du bien d'en avoir. Et de notre côté, on en a, mais on n'en a pas beaucoup de personnes. Moi, j'ai 3-4 collaborateurs, collaboratrices qui viennent de passer dans ma tête vite. Je sais qu'ils viennent d'autres provinces, qui ont vu ce qu'on offre, qui ont décidé, on aime la couture. On leur donne l'opportunité d'embauche. Eux autres, ils décident de venir dans notre région pour s'établir à Edmundston. Oui, ça existe, oui, on le fait. Mais le plus qu'on peut en avoir, ça nous ferait plaisir. Mais la réalité reste la réalité. On est bien obligé de s'adapter pour pouvoir répondre à nos exigences, les contrats qu'on a envers nos clients. J'espère avoir répondu à ta question, Patrice. Merci, Stevenson, pour ta réponse. Une autre question qui est venue en ligne. Puis cette personne-là a dit que leur recherche sur le territoire
abouti à ne pas trouver quelqu'un avec les talents qu'ils recherchaient. Fait que leur question, c'est comment faire pour recruter à l'étranger? Fait que moi, je poserais cette question-là à Sandrine. Alors, il faudrait que la personne, elle précise un petit peu sa question parce que c'est une question qui est extrêmement large. Comment faire pour recruter à l'étranger? Si elle pouvait juste dans le chat préciser sa question, ça m'aiderait à pouvoir répondre de manière plus pertinente. On va demander la question. Sarah a dit qu'elle va reposer la question pour avoir plus de clarité. En attendant que la question arrive dans le chat pour la précision, on pourrait passer. Non, il y a 2 autres personnes. Et je vais demander de terminer rapidement. On est poussé par le temps. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Monsieur Stevenson, félicitations pour votre projet de relève. Je suis impressionné par le processus. Puis si jamais vous pensez à vendre votre entreprise, n'oubliez pas Canades. Je suis Camille McLaughlin qui peut certainement vous aider pour ça. Alors, mais votre plan de relève, en plus d'avoir un immigrant, on a ici un entrepreneur qui m'a interpellé sur un point lorsque vous parlez du processus d'embauche ou de sélection, parce que vous avez mentionné qu'il est très important d'établir le lien de confiance. Moi, j'ai procédé aussi avec un stage comme ça avec un immigrant. Il faut quand même que je précise qu'il venait des anciens pays de l'URSS, qui a une diversité culturelle vraiment différente de la nôtre. On lui a fourni l'hébergement, on lui a fourni la nourriture pendant 7 jours, on lui a fourni le transport, on lui a même fourni des pyjamas pour qu'ils puissent dormir parce qu'ils ne dormaient pas avec en boxeur, là, comme nous autres, enfin. Et puis, il s'est avéré qu'après ces jours, il voulait diriger tout à sa façon, de façon très radicale, de façon très dictatoriale. Il disputait même la comptable, car elle ne faisait pas ça comme il faut, les processus comptables. Alors, finalement, ça n'a pas été un bon choix. On n'a pas pu établir. Puis c'est une question d'attitude. Je pense qu'il y a aussi, de part et d'autre, des personnes qui n'ont pas des attitudes pour peut-être s'intégrer aussi de façon à pouvoir procéder à l'étape du visa de travail. Mais moi, ce que j'aimerais que vous m'expliquiez, c'est comment vous établissez davantage avec vos employés ce lien de confiance. Je sais que vous avez parlé de l'intégration de la communauté ou ces choses-là, mais là, pour la sélection comme telle, j'apprends. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci de la question. Donc, de notre côté, là, c'est au niveau du processus. Écoute, ça a été une bonne expérience pour le plan de relève, là. Mais en ce qui concerne la vente, là, on ne peut pas vendre une passion parce que personnellement, je suis en train de vivre ma passion. Donc, la passion n'a pas de prix. Donc, faut tout de suite, on ne peut pas vendre la passion parce que quand on fait ce qu'on aime, là, ça n'a pas de prix, on ne peut pas l'évaluer. Donc, je ne vis que ma passion pour tout de suite. Mais en ce qui concerne le lien de confiance que j'ai parlé tantôt, moi, personnellement, d'expérience, quand je dois embaucher, surtout à l'étranger, moi, je prends le temps qu'il faudra. Je sais l'engouement qu'il y a pour la personne qui se trouve à l'étranger pour venir ici au Canada. Mais moi, je suis extrêmement patient pour développer une relation avec la personne. Recevoir le CV, c'est une chose. Quand on a des CV, on fait des présélections, tout ça. Mais après, il y a un échange qui existe entre nous. J'essaie toujours de communiquer avec la personne pour comprendre ses ambitions. J'essaie de déterminer toutes sortes de choses. Il y a du monde, là, c'est juste une porte d'entrée qui l'intéresse. Ah, le Nouveau-Brunswick, c'est plus facile d'entrer. Ah, je ne rentre pas au Nouveau-Brunswick, après, j'atteins mon objectif pour aller par-ci ou par-là. Donc, il y en a avec moi, là, au cours du processus qui se découragent, qui disent, oh, ça ne m'intéresse plus. Il y en a qui disent, ben, c'est telle province qui m'intéressait, mais ça prend du temps. Moi, c'est vrai que j'ai besoin du monde, il faut qu'on les embauche, mais en même temps, je garde ma patience, je prends le temps pour développer une relation personnelle avec la personne. C'est en échangeant tout le temps, en essayant de poser des questions, il y en a même souvent, c'est sur mon WhatsApp personnel, sur mon téléphone personnel.
Je leur donne mon numéro privé. J'ai dit, on communique sur WhatsApp pour essayer de comprendre comment fonctionne la personne, c'est quoi sa vision, avant qu'on puisse se mettre d'accord pour que je donne ce qu'on appelle une lettre d'embauche à la personne pour que la personne puisse aller vers ce qu'on appelle l'ONB au niveau de la province pour commencer les démarches. Et de plus, au niveau de la province également, quand c'est à travers la province que ça commence, la province fait un travail au préalable avec l'ONB. Eux autres, ils font un tri. Parce que eux autres, ils ont un ensemble de questions, là. C'est-à-dire, dès que la personne répond, il y a une présélection qui est faite déjà. Avec cette présélection, ça donne une opportunité déjà. Moi, le travail que j'ai à faire, c'est juste de m'assurer, développer le lien de confiance, d'essayer de comprendre mieux où est-ce que la personne veut y aller pour qu'on essaie de faire un choix. Écoute, on peut se tromper. On est humain, là. Je me suis déjà trompé sur plusieurs personnes. Ça arrive. Mais j'ai appris de mes erreurs et puis on continue d'avancer. Mais la patience, c'est la meilleure chose pour qu'on puisse apprendre pour chaque personne qu'on veut embaucher. Merci beaucoup, Stevenson. C'est très bonne réponse. Je suis d'accord sur toute la ligne. Robert? Bien, moi, je veux remercier tous les panélistes pour tous leurs témoignages et toutes les bonnes questions qui ont venues en ligne et aussi du monde de la salle. Moi, je te remercie, Robert, pour ton aide. Je vais te demander de passer le micro à Guillaume dans le temps qu'il s'installe. Puis en même temps, moi, je vais parler parce qu'il est temps de conclure cet atelier-là. Les employeurs ont définitivement un rôle à jouer pour favoriser la réussite de l'immigration francophone. Ça, c'est une garantie. Il en va de l'attractivité de la province vis-à-vis des immigrants francophones. C'est en montrant que nous avons un marché de l'emploi qui leur est ouvert et accessible que nous parviendrons à les faire venir ici. Mais on va aussi de l'intégration économique, mais aussi sociale des immigrants et de leurs familles, enfants inclus. C'est en les accompagnant au-delà des murs de l'entreprise que nous les aidons à s'intégrer durablement. J'ai entendu ça, moi, à travers les différents panélistes qu'on avait aujourd'hui, cet après-midi. Il en va aussi de la pérennité de nos entreprises, diversifiant les talents qui composent une équipe. C'est un des secrets qui permet d'innover et de se distinguer dans un marché concurrentiel. Aller voir les idées qui nous arrivent d'ailleurs, souvent, ça aide beaucoup. Alors, Guillaume Deschênes-Thériault, vous avez suivi cet atelier. Je rappelle que vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Vous êtes intervenu tout à l'heure, la première atelier, avec une très belle présentation. Merci encore. Et que retenez-vous, Guillaume, de ces propos qui ont été échangés tout de suite? On vous donne un petit 10 minutes. Parfait. Bien, merci beaucoup. D'abord, pour faire un bref retour sur la présentation que je vous ai faite, parmi la panoplie de chiffres que j'ai présentée, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'Acadie du Nouveau-Brunswick fait face à des défis démographiques importants dans la prochaine décennie et demie. Dans les projections que je vous ai présentées sur un scénario de référence, on pourrait très bien descendre sous les francophones du Nouveau-Brunswick, pourraient très bien descendre sous le seuil symbolique du 30 %. Ce déclin démographique-là qui est projeté pourrait avoir d'importantes conséquences, à la fois en termes de poids sur notre représentation politique, mais aussi au niveau économique. On l'a très bien vu avec le panel qu'on vient d'avoir, les importants besoins en main-d'œuvre qu'on a au sein de nos communautés. Ça pourra avoir des impacts sur nos écoles, sur les retombées socioculturelles. Donc, ce déclin démographique-là, ce n'est pas juste des chiffres. Ça peut avoir des conséquences importantes à long, moyen terme. Par contre, qu'est-ce que les projections nous apprennent aussi? C'est que parmi l'ensemble des différents facteurs qui peuvent influencer le poids démographique d'une communauté, un sur lequel il y a une possibilité d'influence, une possibilité d'agir, c'est bien celui de l'immigration. Il y a des tendances lourdes, le taux de natalité, différents autres facteurs, le vieillissement de la population, sur lesquels on ne pourra pas nécessairement intervenir, mais l'immigration, on a une capacité d'influence, notamment en lien avec les différents programmes qui sont en place. Et à l'échelle du Canada, en fait, l'immigration est le principal moteur de la croissance démographique. Et à l'heure actuelle, en raison d'une immigration qui ne reflète pas le paysage linguistique de notre pays, de notre province, l'immigration a un impact, je dirais, négatif sur la démographie parce qu'on a des niveaux d'immigration francophone qui sont sous le poids démographique, mais l'immigration a le potentiel d'avoir un impact positif sur la démographie si on serait en mesure d'accroître de manière substantielle l'immigration francophone. Donc, l'accroître, mais aussi
la rétention, donc s'assurer une fois que les personnes sont sur place, qu'ils trouvent des conditions qui sont favorables à leur installation à long terme dans notre province. Et le panel qu'on vient d'entendre nous a permis vraiment de réfléchir au rôle central des employeurs, à la fois en matière de recrutement, d'accueil et de rétention. Dans le contexte actuel, vous savez, il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc les employeurs ont d'importants besoins à combler. Et les différents programmes d'immigration au Canada donnent aussi une place de choix aux employeurs dans le processus de sélection. Pour ce qui est du recrutement, on a bien entendu qu'au niveau des différentes entreprises, on n'est pas tous au même niveau. Il y a des entreprises qui ont une longue tradition d'immigration au sein de leur entreprise, alors que pour d'autres, c'est un dossier qui est relativement récent. Et dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, les besoins sont importants et Sandrine nous a présenté plusieurs exemples qui sont en place, plusieurs mesures qui sont en place pour les employeurs qui souhaitent se tourner vers l'immigration, des différentes mesures d'accompagnement. Et ces mesures-là sont d'une importance capitale. Je pense à la fois au travail qui est fait par Travail NB, par Opportunité Nouveau-Brunswick, par le réseau. Donc, ces outils-là, il y en a certaines qui en bénéficient, mais il faut aussi voir comment est-ce qu'on peut mieux les faire connaître parce que c'est des employeurs qui ont des défis qui ne sont pas toujours sensibilisés ou conscients de comment est-ce que l'immigration peut représenter un investissement pour leur entreprise. Donc, mieux faire connaître les outils en place qui nous ont été présentés. J'ai beaucoup aimé l'approche qui a été mentionnée, donc que l'immigration, c'est un investissement et c'est un investissement qui aura des retombées à la fois pour les entreprises qui ont des besoins importants en main-d'œuvre, mais pour l'ensemble des communautés, donc à la fois sur les plans économiques, socioculturels, démographiques. On a aussi parlé dans l'optique du recrutement de la question de connecter les candidats potentiels aux emplois disponibles. Dans certaines régions, on a encore des marchés, je dirais, qui pourraient être fermés, différents, de bouche à oreille, alors qu'il faut vraiment s'assurer de pouvoir faire connaître les différentes occasions d'emploi aux candidats potentiels. Donc, réfléchir à comment est-ce qu'on peut accroître la visibilité des offres d'emploi. Encore là, il y a plusieurs pratiques prometteuses qui nous ont été présentées, mais c'est mieux les faire connaître, accompagner les employeurs qui souhaitent se lancer là-dedans et réfléchir à comment donc connecter les candidats potentiels aux occasions d'emploi, incluant dans les régions rurales du nord de la province. Et avec l'exemple de Stevenson aussi, il y a la question aussi de l'entrepreneuriat qui était intéressant. On l'a abordé, mais pas nécessairement à fond, mais toute cette question-là de la reprise des entreprises en région. On le sait, les anecdotes sont nombreuses, différentes entreprises dans nos régions francophones dont la relève n'est pas assurée. On cherche des personnes pour reprendre les entreprises, réfléchir à l'immigration, comment les nouvelles arrivantes qui s'installent dans nos communautés peuvent peut-être reprendre des entreprises pour avoir d'autres histoires à succès. D'ailleurs, de manière générale, il y a différentes études qui montrent que le taux d'entrepreneuriat chez les personnes immigrantes est plus élevé que chez la population qui est née au pays. Donc, il y a toute cette question-là aussi de l'entrepreneuriat qui est à explorer. Pour ce qui est de l'accueil, nos panélistes ont vraiment discuté aussi du rôle des employeurs, que le rôle des employeurs peuvent jouer dans l'accueil des personnes immigrantes. Ça a été mentionné, souvent l'employeur est le premier contact local d'une personne, donc joue un rôle dans le recrutement, mais aussi dans l'accueil avec le lien de confiance qui se crée. Je crois que c'était Stevenson ou Manta qui l'avait mentionné. Et un accompagnement personnalisé dans les premiers temps peut avoir un impact significatif dans le parcours d'une personne. Donc, ces pratiques prometteuses-là qui nous ont été présentées doivent être davantage connues et ça peut avoir un impact important. Et il y a différentes pratiques inspirantes, notamment qui peuvent être sous la forme d'appui des employeurs. On en a eu plusieurs exemples. Mais comme il a été mentionné, ce n'est pas nécessairement toutes les entreprises qui ont les capacités ou les ressources pour développer des services, mais il y a des services qui existent dans les communautés. Donc, il y a tout le rôle aussi d'aiguiller, d'orienter les personnes, les nouveaux arrivants, les employeurs, de les orienter vers les services qui existent au sein de la communauté. Puis ça nous rappelle aussi l'importance de travailler de pair avec les employeurs et de faire connaître les ressources qui sont disponibles dans la communauté pour les personnes immigrantes, parce que ce n'est pas obligé de reposer tout sur le dos des employeurs non plus. C'est faire connaître ces services-là et les aiguiller. Et on a aussi soulevé le fait que l'immigration, ça s'inscrit dans un écosystème complexe, donc ça n'évolue pas en vase clos. Et il y a différents autres enjeux
qui ont un impact sur le recrutement, sur l'intégration. On peut par exemple penser à la crise des logements, la pénurie de logements actuelle. On a eu des exemples où il y a des employeurs qui vont eux-mêmes devenir propriétaires de logements de transition, mais c'est toutes ces questions-là, la question de la garde d'enfants, des transports, donc différentes mesures sur lesquelles peuvent avoir un impact sur l'accueil. Et finalement, en matière de rétention, j'ai aimé l'expression utilisée par Michel de citoyens corporatifs, le rôle que peuvent jouer donc, les employeurs pour favoriser la rétention, qui au final a des retombées bénéfiques à la fois pour les entreprises elles-mêmes qui investissent temps et ressources pour recruter des personnes immigrantes pour combler des postes, mais aussi pour les communautés dans leur ensemble qui, je l'avais illustré en présentation, font face à d'importants défis. Tout le rôle que les employeurs peuvent jouer aussi pour mettre en place des milieux de travail inclusifs et respectueux. On a eu encore plusieurs bels exemples de pratiques prometteuses. Et rappeler donc qu'il y a aussi un temps d'ajustement des fois pour l'intégration, d'être conscient de ces éléments-là, qui peut avoir différences culturelles de part et d'autre qui peuvent mener à des défis dans l'intégration et que ces défis-là sont normaux et qu'il faut en être conscient et se préparer, donc en mettant en place des milieux de travail inclusifs. Parfait. Et Sandrine l'avait mentionné, il n'y a pas une formule magique ou une formule unique, mais on peut mettre en place des mesures adaptées aux réalités des différents employeurs et que c'est une responsabilité partagée à la fois des employeurs et j'ai aimé l'expression aussi des équipes de travail, de sensibiliser l'équipe parce que c'est juste l'employeur qui est engagé, mais au quotidien, on travaille avec nos collègues, donc tout le rôle aussi de sensibilisation pour faire de l'immigration un enjeu au sein de l'entreprise et au sein de la communauté parce qu'au niveau j'ai aimé aussi l'expression sentiment d'appartenance, donc une insertion économique réussie peut avoir un impact sur le sentiment d'appartenance à la communauté et ça rappelle aussi que la rétention et l'intégration dépasse largement les portes de l'entreprise, mais concerne aussi la communauté dans son ensemble, tout le rôle de la sensibilisation communautaire, le rôle des municipalités dont on va pouvoir discuter demain. Et finalement, on a aussi abordé de manière transversale l'enjeu la question des étudiants internationaux, le potentiel des étudiants internationaux qui sont déjà présents dans notre province, les atouts, et de les appuyer davantage pour qu'ils puissent avoir des occasions d'insertion économique à la hauteur de leur formation et de leurs compétences. Donc, ça serait la petite synthèse que je proposerais. Merci beaucoup, Guillaume. Notre interprète a eu une petite boost d'adrénaline en t'écoutant. Mais c'est ainsi que s'achève ce deuxième atelier et la première journée du deuxième forum annuel du RIFNB. Demain, nous parlerons du rôle des municipalités dans le soutien à l'immigration francophone et nous irons à la rencontre de nouveaux immigrants, ou devrais-je peut-être dire de nouveaux néo-brunswickois, en tout cas on l'espère, pour mieux comprendre ce qui donne envie aux travailleurs et à leurs familles incluant enfants, ici dans ma tête du moins, de venir et de construire leur nouvelle vie ici. Alors, Stéphanie, je pense que tu as un petit mot à dire. Si je ne me trompe pas, tu peux prendre le micro qui est juste là. Allô? Oui. Merci. Déjà, je me représente pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc, Stéphanie Méroni, coordinatrice du réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick, RIFNB. Moi, je tenais à dire un merci tout particulier à tous ceux qui être présents là actuellement lors de ce forum, que ce soit virtuellement ou en présentiel. Merci d'être venus, merci d'avoir pris le temps d'écouter tous les panélistes. Merci à tous les panélistes aussi d'avoir partagé leur histoire, leur expérience avec nous. C'était très enrichissant. Un merci aussi à nos bailleurs de fonds, Opportunité Nouveau-Brunswick et IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Sans eux, on n'aurait pas pu organiser cet événement aujourd'hui et même chaque année. On tient aussi à remercier les traducteurs, le personnel pour la modération des webinaires, Dialogue NB également qui a
tenu l'aspect technique donc, de ce forum et également tous les autres partenaires, tous les membres qui se sont impliqués dans l'organisation parce que derrière le forum, il y a aussi un gros travail au niveau des membres du réseau en immigration francophone. Comme je le disais tout à l'heure, c'est 29 membres qui sont impliqués chaque jour et qui, du coup, ont travaillé également dans l'organisation de ce forum. Ce n'est pas terminé. On vous dit à bientôt, on vous dit à demain surtout. Et merci, puis bonne soirée. Merci. Alors, merci Stéphanie. Oui, merci à tous de nous avoir suivis. Mais nous vous donnons un rendez-vous demain matin, 9 h, même lien Zoom pour ceux qui sont en Zoom, les Zoomers de ce monde. Et même salle pour ceux qui vont être en présence, c'est-à-dire la salle Denis Richard ici à Petit Rocher. Alors, merci, thank you. Voilà Liok, voilà One. À demain. Et merci à Gérald et à Robert aussi. Un gros bravo à tous les deux.